Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce mercredi. Un déplacement surprise en Allemagne ce soir de Nicolas Sarkozy en quête d'un accord avec Angela Merkel pour sauver le destin de l'Europe, selon ses mots alarmistes. Auparavant, le chef de l'État s'était rendu à la clinique de la Muette à Paris, où est prévu l'accouchement de sa femme. Avec nous pour débattre de la situation économique et de la crise monétaire, le nouveau sénateur UMP Philippe Bas et l'économiste Henri Sterdignac. Le Sénat fait obstacle au projet du gouvernement dans le domaine de la justice. L'encadrement militaire des mineurs délinquants rejeté aujourd'hui en commission des lois. Les explications de notre invité, le sénateur socialiste Jean-Pierre Michel, dans un instant. Le Parti socialiste qui réorganise en ce moment même sa direction après l'investiture de son candidat. Quelques ajustements avalisés donc au Bureau national. Benoît Hamon reste porte-parole, mais il devra porter les arguments des Hollandais. D'abord, la mort de Marie de Dieu, la Française qui avait été enlevée au Kenya début octobre, détenue en Somalie. Cette femme de 66 ans, gravement malade et paraplégique, était une féministe qui avait trouvé son paradis, comme elle le disait elle-même, sur une île près de Lamou. Elle fut en France une militante très engagée dans les années 70, notamment à la tête du journal Le Torchon Brûle, publié par le MLF. La France dénonce un acte d'une barbarie et d'une brutalité inqualifiable à l'encontre de cette femme, donc Marie de Dieu. Terrain d'entente entre aubryistes et hollandais après l'issue des primaires. Si Martine Aubry a affirmé dès dimanche soir son retour en force rue de Solferino, elle doit composer et c'est tout l'objet de ce bureau national qui se réunit en ce moment même. Elisa Bartholomé. Pour les socialistes, l'enjeu est double. Prendre acte de la victoire de François Hollande sans humilier Martine Aubry qui n'a pas manqué de retrouver son bureau de première secrétaire rue de Solferino. Peu de grands changements ont été effectués, mais quelques subtils rééquilibrages au profit des soutiens du candidat François Hollande. Benoît Hamon, proche de Martine Aubry, reste porte-parole du parti, mais ses propos seront préalablement cadrés par les proches de François Hollande. On a eu une discussion avec Benoît Hamon pour que, lors des points de presse, on ait un échange qui est nécessaire sur les différents points de l'actualité et que tout ça se fasse de manière coordonnée. Le sénateur André Valigny et Ségolène Royal retrouvent le bureau national. L'objectif des socialistes est limpide, éviter de répéter les erreurs commises en 2007 où le PS renâclait à soutenir la candidate et afficher leur union face aux Français. Il est clair que ni l'intention du candidat ni l'intention des premiers secrétaires est la même qu'en 2007. Donc très bien, tout le monde est d'accord sur l'idée qu'on est tous derrière François Hollande et qu'on doit travailler en commun. Pour l'heure, seul le casting du bureau national a été revu. L'équipe de campagne de François Hollande ne sera désignée que début novembre. L'UMP multiplie, on le sait, les angles d'attaque contre le Parti socialiste et son projet présidentiel. C'était notoire hier lors de la convention spéciale organisée à cet effet. L'aile droite de la majorité se mobilise contre le droit de vote des étrangers aux élections locales. Un droit normal, confirme aujourd'hui François Hollande. La droite populaire lance donc une pétition, mais l'autre aile de la majorité, l'aile humaniste nouvellement constituée, ne semble pas suivre du tout cette voie. Bérangère Dinglas. Recueillir autant de signatures que les primaires socialistes, Thierry Mariani met la barre haut en lançant sa pétition. Le chef de file de la droite populaire veut ainsi alerter les Français sur ce point du programme socialiste. Le droit pour les étrangers de voter et de se faire élire aux élections locales dès lors qu'ils ont 5 ans de résidence sur le territoire. Une possibilité que Nicolas Sarkozy avait un temps évoquée, mais d'après son ministre des Transports, il y est aujourd'hui clairement opposé et soutient la pétition. On peut devenir français au bout de 5 ans, à condition de parler le français, d'être intégré et en clair d'avoir respecté les lois de la République. Si on n'est pas français au bout de 10 ans, soit il y a une des 3 conditions qui n'est pas remplie, soit tout simplement c'est un choix qu'on a fait. C'est tout à fait respectable, mais dans ce cas-là, on n'a pas le droit de vote. Le droit de vote doit rester intimement lié à la nationalité française. Lors de la campagne pour la primaire, Martine Aubry a souvent rappelé ce combat de longue date pour elle. Mais si la droite populaire signe là un nouveau coup médiatique, à l'UMP, tout le monde ne partage pas cette position. Ainsi, Marc Laffineur, cofondateur il y a quelques jours de la droite humaniste, nouveau courant de l'UMP, affirme clairement avoir une vision beaucoup plus large de la citoyenneté. À partir du moment où on paye des impôts dans une commune et qu'on y vit depuis plus de 5 ans, encore une fois, ça ne me paraît pas anormal que l'on puisse
eh bien, voter pour les élections locales, à condition, bien entendu, qu'il y ait la réciprocité dans le pays d'origine, sinon ça n'aurait aucun sens. Ce texte proposé par le gouvernement Jospin en 2000 avait été voté à l'Assemblée, mais n'avait pas été débattu au Sénat. Avec le basculement de la Haute Assemblée, les socialistes ont donc clairement fait du vote des étrangers l'une de leurs priorités pour l'après 2012. Après son vote en procédure accélérée hier soir par les députés, eh bien les sénateurs se prononcent ce soir sur le sauvetage de la banque Dexia, la première victime de la crise de la dette. Des garde-fous vertueux ont été introduits par la Commission des finances et la socialiste Nicole Bricq a reçu le soutien de l'UMP Philippe Marini, ce qui augure donc un feu vert ce soir du Sénat. Sandra Cerquera. Première victoire pour Nicole Bricq. Personne en commission n'a voté contre son amendement sur les banques. Il prévoit qu'en cas de soutien financier public, stock options, dividendes et retraite chapeau soient interdits. Un peu le contraire de ce qui a eu lieu après le sauvetage des banques en 2008. La rapporteure générale profite de l'actualité pour remettre le sujet sur la table. Il faut qu'on comprenne qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer cette course folle à des avantages qui sont indus et qui sont incompris de la population. Moi, je veux bien sauver les banques, mais je ne sauverai pas les rémunérations des banquiers. Voilà qui ne devrait pas plaire aux banques françaises. Première illustration d'une mise au pas mentionnée dans le programme du PS. D'ailleurs, certains redoutent que le Sénat ne devienne une rampe de lancement des idées économiques de la gauche. Les sénateurs UMP de la Commission des finances se sont abstenus, le président aussi, une abstention de principe. Qui contredirait le fond même de cette démarche. Il n'y a pas urgence à l'adopter dans l'instant. Bon, pas urgence. Bon, ceci dit, ça ne peut pas faire de mal non plus. Simplement une disposition de caractère un peu putatif. Aucune urgence. Philippe Marini n'exclut pas qu'une fois arrivé à l'Assemblée nationale, certains députés UMP soient favorables à cet amendement sur les banques. Nicolas Sarkozy à Francfort ce soir pour préparer avec Angela Merkel le sommet crucial de dimanche à Bruxelles. La France désormais sous surveillance de l'agence de notation Moody's et l'Allemagne doivent rapprocher leur position sur la force de frappe destinée à stopper la crise monétaire et économique. La capacité d'intervention du fonds de soutien européen pourrait être portée à quelques 2000 milliards d'euros contre moins de 500 aujourd'hui. En Grèce, nouvelle mobilisation contre l'austérité draconienne dictée par l'Union européenne et le FMI pour éviter la faillite du pays. Une grève générale de 2 jours a été lancée. Élise Cardi. Des manifestants qui lancent des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre devant le Parlement à Athènes. D'autres, excédés, tentent de forcer les barrages de police. C'est un nouveau jour de grève générale. 125 000 personnes selon la police, probablement beaucoup plus, pour protester contre le nouveau plan de rigueur. Des Grecs exténués par ces mesures successives. Les travailleurs ne peuvent pas faire plus d'efforts, ils ont atteint leurs limites, d'autant plus avec ce nouveau plan de rigueur qui va nous prendre tout ce qu'on a. En Europe, on regarde avec d'autant plus d'inquiétude cette Grèce à bout de force que les taux semblent se resserrer après l'Espagne, qui voit sa note abaisser de 2 points, et la France sous surveillance de l'agence Moody's. C'est la crainte de la propagation. À 4 jours d'un sommet européen crucial, les téléphones chauffent entre les capitales européennes pour tenter de trouver un consensus. On parle d'augmenter la capacité de prêt du fonds de soutien européen de 1000 à 2000 milliards d'euros pour les pays en difficulté. Tout va reposer sur le couple franco-allemand une fois de plus. Nicolas Sarkozy doit arriver en Allemagne ce soir où il devrait rencontrer Angela Merkel. Avec nous, l'éditorialiste Guillaume Tabar des Échos. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. À vos côtés, un nouveau sénateur UMP de la Manche, Philippe Bas. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous pouvez fermer votre téléphone portable si vous voulez bien, c'est ce que vous êtes en train de faire. Je rappelle que vous avez été secrétaire général de l'Élysée. Feu Jacques Chirac est ministre. Et avec nous, Henri Sterdignac, économiste de l'OFCE. D'abord, Guillaume, au lendemain de la mise sous observation de la France, donc par l'agence Moody's, et à 4 jours de ce Conseil européen décisif, historique même, dit-on, de Bruxelles, Nicolas Sarkozy s'est envolé pour Francfort, non sans avoir dramatisé l'enjeu. Je rappelle sa formule. Lors du petit déjeuner de la majorité, notre destin se joue dans les 10 jours. Le chef de l'État entend donc se positionner en homme de la crise.
Oui, mais alors cette dramatisation répond à la fois à une réalité économique et à une nécessité politique. Réalité économique parce que la menace de la dégradation de la France est réelle et la contrainte des déficits et de la dette est là. Et si une dégradation devait intervenir, eh bien, ça aurait des conséquences. On y reviendra peut-être avec vous sur les emprunts, enfin de manière globale, sur aussi à quel effet économique, on y revient effectivement avec nos invités. Il y a l'enjeu politique aussi. Voilà, quant à la nécessité politique, c'est que Nicolas Sarkozy a besoin de se poser et d'afficher aux yeux de l'opinion qui tient la barre en période de tempête. C'est même son argument principal au regard de ses concurrents, que lui sait comment naviguer par gros temps. Si bien sûr une dégradation de la note de la France arrivait avant l'élection présidentielle, serait bien sûr un effet catastrophique pour lui. Alors, donc la crise s'invite dans la campagne des deux côtés, évidemment. Il y a une petite phrase remarquée hier de Jérôme Cahuzac, le président socialiste de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, partisan de François Hollande, qui a déclaré « Ne faisons pas semblant de croire que les projets des uns et des autres sont ceux des candidats ». Est-ce que c'est déjà une sorte de retour au réalisme? Oui, alors de manière un peu dans le même sens, Michel Sapin, que l'on cite comme étant un possible ministre de l'économie de François Hollande, disait ce matin, c'est dans les Échos, que le programme de projet socialiste était avant tout un projet modulable. Et donc il a rappelé que, bien sûr, il y avait un certain nombre d'objectifs ambitieux en termes sur les emplois jeunes, sur les emplois dans l'éducation nationale, mais il insistait pour dire, mais on a toujours dit que c'était conditionné à la réalité de la croissance et à la réalité de la situation économique. En clair, dès maintenant, les amis de François Hollande laissent entendre que tout ce qui est inscrit dans le programme du PS ne sera pas à l'ordre du jour. Peut-être que l'UMP devra réviser à la baisse le calcul qu'elle a présenté hier de la facture du projet socialiste. Philippe Bas, alors. Combien va coûter ce projet socialiste? Je n'en sais rien, dans la mesure où ce projet va encore souvent évoluer d'ici l'élection présidentielle. Peut-être vers la baisse, alors, à la baisse. Ce qui est probable, c'est qu'il va coûter très cher, car quand on veut réenchanter la politique, on est plutôt cigale, qui chante tout l'été, que fourmi. Bon alors, Nicolas Sarkozy, vous l'avez entendu, évoque notre destin. Nous en sommes là, Henri Sterdignac. Oui, nous avons une zone euro qui a été mal conçue. La zone euro est attaquée par les marchés financiers. On voit que depuis 2 ans, nous sommes dans une spirale tout à fait catastrophique et il faut absolument que la zone euro signe la fin de la récréation et dise clairement aux marchés financiers, ça suffit, arrêtez de spéculer contre nous, circulez, il n'y a rien à voir, nos banques, nos États sont solides. Sinon, on rentre dans la catastrophe, c'est-à-dire que chaque pays va successivement annoncer des plans d'austérité. Ces plans d'austérité vont faire chuter la croissance et ça ne va pas rassurer les marchés financiers. Donc, on guérirait malade, même mort. On va finir mort. On a l'exemple de la Grèce qui a perdu 12 points de PIB. Ce n'est pas possible de se lancer dans cette course à la dépression et aux politiques d'austérité. Philippe Bas, vous qui connaissez bien la parole présidentielle, vous étiez très près d'elle avec Jacques Chirac. J'ai connu une autre parole présidentielle. Oui. Celle de Jacques Chirac. Oui, c'est ce que je dis. Justement. Et comment est-ce que vous appréciez celle de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, qui a choisi le ton très alarmiste, on le rappelait? Je suis sensible à ce que vient de dire notre économiste. Il faut siffler la fin de la partie. Constance, sang-froid, confiance dans notre propre politique et détermination. Je pense que c'est ça qu'il faut opposer aux marchés financiers plutôt que de faire la course à l'échalote avec eux. Elle est sans fin. Et par conséquent, ça n'est pas à chaque fois qu'il y a un éternuement dans une agence de notation qu'il faut changer notre politique. On ne va pas faire la course à l'échalote avec les agences de notation. Ça, je crois que c'est pernicieux. Et par conséquent, il faut aller dans notre direction sans la laisser infléchir. Sinon, c'est révélé qu'elle était mauvaise et qu'on avait raison de spéculer. Je pense qu'elle est bonne. Et je pense que dans les temps qui viennent, on devrait plutôt rechercher l'union sacrée dans la réduction des déficits, qui est d'intérêt national et qui est même moral, plutôt que de se disputer les uns les autres sur les politiques qu'on doit mettre en œuvre. Mais alors, notre voie, c'est laquelle aujourd'hui? Parce que là, maintenant, il y a des chiffres fous qui circulent, enfin, et qui sont absolument incroyables. On parle maintenant de faire monter le fonds de soutien européen à quelques 2000 milliards d'euros, Henri Sterdignac. Ça, c'est une caution qui vous paraîtrait enfin rassurante pour les marchés? Le problème est mal posé. Les marchés actuellement ne spéculent pas sur la faillite des États-Unis, ne spéculent pas sur la faillite du Royaume-Uni, qui ont des dettes et des déficits largement supérieurs à ceux des pays de la zone euro.
Donc ce n'est pas une question d'accumuler des chiffres fabuleux, c'est de changer les institutions de la zone euro pour que la BCE dise clairement on garantit les dettes publiques, pour que les États disent clairement la dette publique de tous les pays de la zone euro est garantie, et puis on réglera entre nous, lentement, sagement, le problème des pays du Sud qui effectivement ont eu une politique déséquilibrée. On réglera entre nous le problème des pays du Nord qui ont eu des politiques de recherche de compétitivité déséquilibrantes. Mais en tout cas, il faut dire au marché, les dettes publiques sont garanties totalement. Et ce n'est pas la peine d'essayer d'accumuler des chiffres fabuleux. Il n'y a aucune raison actuellement que les États-Unis et la Grande-Bretagne puissent s'endetter à 10 ans à des taux raisonnables, 2,2, 2,5%, et qu'on fasse payer 5-6% à des pays tout à fait respectables comme l'Italie, comme l'Espagne ou comme la Belgique. Tout se joue donc, bien sûr, au sein de ce couple franco-allemand. Est-ce que vous voyez la France déjà affaiblie aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, face à Angela Merkel, après la mise sous surveillance de la France par l'agence Moody's hier? Oui, la France a été affaiblie si on croit aux agences de notation. Mais je pense que Angela Merkel est suffisamment lucide pour savoir ce que vaut la parole des agences de notation. L'Allemagne a toujours été à la pointe du combat pour diminuer le poids des marchés financiers, des agences de notation, et donc il faut s'allier avec elles. Philippe Bas, est-ce qu'on peut s'interroger sur la légitimité de ces fameuses agences de notation? Est-ce que vous la contestez? C'est pourtant les États, ce sont les États qui font appel à elles. Hein. Pas seulement les États. Pas seulement le système financier, ce sont les conseillers des institutions financières. Et les agences de notation disent aux banques si elles ont raison d'avoir confiance dans la dette des pays que ces banques portent. Mais pour moi, le problème, c'est vraiment pas en effet un problème de montant des sommes qu'on peut mobiliser pour faire face à la spéculation. C'est le problème de la volonté. Ce qui s'est passé au début du mois d'août dernier, à la fin du mois de juillet dernier, quand il a fallu attendre d'être au bord du gouffre pour que l'Allemagne et la France s'entendent, ça c'est beaucoup plus grave que de ne pas avoir assez d'argent à mobiliser. Et il faut donc maintenant qu'on comprenne que le palier qu'il faut franchir, c'est un palier politique. Parce que tout ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas fondamentalement un problème de solvabilité, c'est un problème de confiance dans les institutions européennes, dans leur réactivité, dans leur capacité à prendre des décisions politiques. L'Amérique peut, avec ses difficultés liées à son système institutionnel, prendre des décisions. La Chine en prend beaucoup plus facilement, l'Inde aussi. Ce sont nos interlocuteurs. Et c'est avec eux qu'il faut rechercher l'équilibre du monde à venir. Donc sur le côté politique, vous êtes élu UMP, j'ai envie de vous dire, alors donc à quoi bon la rigueur? Mais ça ne veut pas dire que la rigueur ne soit pas nécessaire, mais elle serait nécessaire même sans la spéculation, car on ne peut pas vivre éternellement à crédit. Ça, c'est un autre problème. Nous devons être constants dans notre effort de réduction des déficits. C'est une chose qui est certaine, mais pour faire face à la spéculation, ce ne sont pas simplement des montants qu'on doit mettre dans le fonds de stabilité européen, c'est une volonté politique qui sera tellement ferme, tellement évidente qu'elle ne pourra jamais être remise en cause par les agences de notation et les spéculateurs. S'exprimer par le biais du fédéralisme européen demain. C'est ma conviction profonde. C'est votre conviction. Et même quelqu'un comme Alain Juppé, qui ne prononçait pas ce mot, en est arrivé à le prononcer. Et ça veut dire qu'il y a tout un travail politique qui est en train de se faire aujourd'hui et qui consiste à dire, face aux grandes incertitudes du monde dans lequel nous vivons, plutôt que de prendre le risque d'un éclatement de l'Europe, de la zone euro, parce que si un premier pays en sort, d'autres suivront, et la spéculation se reportera sur eux, il nous faut serrer les rangs en Europe et manifester une volonté politique beaucoup plus vigoureuse. Malheureusement, ce discours n'est pas du tout reçu par les citoyens de tous les pays. Ils réclament moins d'Europe, a priori. Non, ils réclament. Il faut bien voir que depuis ils n'aiment pas cette Europe-là, mais ils veulent bien plus d'Europe, à condition qu'elle soit protectrice. Depuis quelques années, l'Europe n'impulse pas la croissance. L'Europe impulse des réformes libérales, l'Europe impulse le pacte de stabilité où on demande de l'austérité, la baisse des dépenses publiques, la baisse des dépenses sociales. Donc les citoyens ne font pas confiance à l'Europe et ne veulent pas plus de fédéralisme. Si le fédéralisme, c'est ce genre d'Europe. Donc il faut absolument
absolument changer l'Europe, avoir une Europe qui se batte pour la croissance. Et au niveau français, c'est pareil. Je me permettrai de ne pas être d'accord avec vous. La grande priorité aujourd'hui, ce n'est pas le déficit. La grande priorité, c'est qu'on a perdu 8 points de croissance en raison de la crise et que ces 8 points de croissance, il faut absolument les retrouver. C'est ça qui a creusé les déficits. Ce n'est pas les dépenses publiques excessives. Sous Chirac ou sous Sarkozy, il n'y a jamais eu de dépenses publiques excessives. Ce qui a causé le déficit, c'est la chute de la croissance. Il faut impulser la croissance en Europe. Et si on n'a pas un programme européen où on impulse la croissance, c'est la catastrophe. Juste un point, Philippe. On n'a pas été quand même un peu leste dans les dépenses publiques sous Chirac? Ah non. Non. Les dépenses publiques ont été ramenées, le déficit a été ramené de 4% en 2003 à un peu plus de 2% en 2007. Et c'est bien après, à cause de la crise, qu'il a explosé. D'accord. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Tout autre sujet maintenant, les projets du gouvernement en matière de justice retoqués au Sénat de gauche. Un projet fourre-tout, par exemple, prévoyant l'extension de la procédure du plaidé coupable ou la suppression de cours régionales des comptes a été rejeté hier. Et puis ce matin, l'encadrement militaire des mineurs délinquants a été repoussé cette fois en commission des lois. Faustine Saint-Geniès. La nouvelle majorité du Sénat a dit non. Non à l'encadrement militaire des délinquants mineurs. Une proposition de loi du député UMP Éric Ciotti, adoptée par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Proposition qualifiée d'affichage par le groupe socialiste au Sénat. Ce texte, c'est du bricolage. Il n'est ni fait ni à faire. Il a été improvisé. C'est une sorte de texte d'affichage publicitaire, slogan, tout ce que vous voulez. Et pendant ce temps-là, on ne donne pas les moyens, en particulier les moyens en termes d'éducateurs. Parce que pour lutter contre la délinquance des mineurs, il faut des hommes et des femmes sur le terrain. Une idée pourtant ancienne, lancée par Ségolène Royal, alors candidate à la présidentielle. Pour ces élèves-là, moi, je propose le placement d'office dans un service à encadrement militaire. Depuis, l'idée a fait son chemin dans les rangs de la gauche, avant d'être récupérée par le député des Alpes-Maritimes dans un rapport sur l'exécution des peines remis à Nicolas Sarkozy. Avec ce rejet qui peut surprendre, le Sénat imprime sa marque à 7 mois de la présidentielle. Invité du 19h, Jean-Pierre Michel, maintenant sénateur socialiste de la Haute-Saône, alors que Philippe Bas reste avec nous. Vous êtes membre également de la commission des lois. Alors ce rejet en commission laisse-t-il augurer un rejet en séance plénière au Sénat pour vous? Mais écoutez, je l'espère. Ce rejet en commission est... D'abord, c'est un projet de loi totalement, je dirais, c'est une mascarade, quoi. C'est un projet de loi totalement qui ne répond pas à la question posée. La question posée, c'est la question de la délinquance des mineurs, et plus que de la délinquance des mineurs, de l'enfance en danger, de l'enfance battue, délinquante, etc., que Philippe Bas avait d'ailleurs traité dans son projet sur la protection de l'enfance, qui avait été adopté sans opposition. Bon, mais alors attendez, j'ai envie quand même vous poser la question. Est-ce que vous rejetez le principe même de l'encadrement militaire des délinquants, alors que je vois que c'est quand même une idée commune à Éric Ciotti et à Ségolène Royal? C'est pas du tout la même question. Ah bon? Ici, on veut mettre dans des établissements qui existent déjà, dans lesquels il y a des majeurs qui vont se réinsérer, qui sont volontaires pour retrouver un travail, une insertion, et ça marche pas trop mal. C'est encadré par des militaires, pas que par des militaires d'ailleurs. On veut y mettre des mineurs délinquants. Ceux qui fréquentent ces établissements, les jeunes et aussi les éducateurs, sont très réticents à cette idée. C'est les modalités que vous contestez, mais le principe même, l'encadrement militaire des délinquants mineurs. Est-ce que vous êtes le principe même, je le conteste. Aussi, je le conteste au moment où on va voter un budget, où tous les crédits de la protection judiciaire de la jeunesse, tous les crédits des associations, tous les crédits de la prévention sont en diminution. Donc, je dirais, c'est pas le but. C'est pas de faire encadrer les délinquants par des militaires. Le but, c'est de prévenir la délinquance des mineurs. Le but, c'est de protéger l'enfance. Et puis après, on voit les moyens qu'il faut mettre en place. Philippe Bas, donc vous avez été cité, votre travail de ministre a été pris en exemple. Est-ce que vous avez éventuellement cité les propos de Ségolène Royal? Vous savez, je trouve que vous poussez le bouchon très loin en parlant d'encadrement militaire des délinquants à propos de cette proposition de loi à qui il ne faut pas faire cet essai d'indignité ni d'excès d'honneur d'ailleurs. C'est une proposition de loi qui aurait gagné à être travaillée par le Sénat. Oui. Si le Sénat rejette tout débat sur cette proposition de loi, il ne faudra pas s'étonner que l'Assemblée nationale fasse ce qu'elle veut ensuite. D'accord, ça c'est pour vous donc. Oui, c'est pour moi. Je remarque qu'il y a des questions de principe. Voilà. Hier,
Vous avez cité un projet de loi qui a été repoussé. Il a été repoussé après des votes d'amendements, parce que c'était un projet de loi plus technique que nous avons pu discuter. Ça, c'est une proposition de loi d'ailleurs, même pas un projet, totalement idéologique. Nous disons non. Alors, c'était la question du nouvelops.com. Est-ce que vous êtes favorable à l'encadrement militaire des mineurs délinquants? Alors, les réponses sont assez partagées. Vous allez les découvrir avec nous. Il y a en fait même une majorité de oui à 55%. Oui, Jean-Pierre Michel. J'ai envie de vous poser une autre question sur le Sénat de gauche qui mobilise contre lui la droite populaire qui lance une pétition contre le droit de vote des étrangers aux élections locales, un droit jugé normal par François Hollande. Il l'a rappelé aujourd'hui à Madrid. Pour vous aussi, un droit normal? C'est un droit qui répond à une demande et à un besoin de la part des étrangers qui vivent normalement dans nos communes. C'est une proposition de loi qui sera peut-être déposée au Sénat ou à l'Assemblée nationale. On n'est pas encore décidé. C'est pas encore décidé, mais qui pose par ailleurs des problèmes constitutionnels. Très bien. Est-ce qu'il ne faut pas associer le droit de vote à la nationalité qui est un peu perturbée ou secouée? Il faut associer le droit de vote à la nationalité, c'est mon point de vue, mais là il s'agit d'un droit de vote restreint à des élections municipales, et les gens qui seraient élus d'ailleurs ne seraient pas grands électeurs pour le Sénat, ce qui évacuerait le problème constitutionnel auquel je faisais allusion. Philippe Bas, quelle est votre position personnelle sur cette initiative, peut-être qui reviendra dans les rangs socialistes? Les communes, ce n'est pas une planète à part dans la République. Il me semble qu'ou bien on est électeur ou bien on ne l'est pas. Et si on est électeur, on l'est complètement. Et donc, il me semble que cette proposition de loi va dans le mauvais sens, d'autant plus qu'elle permet aux étrangers de s'installer dans le fait d'être étranger au lieu de s'intégrer et de demander finalement la nationalité française, qui est la voie royale pour l'accès au suffrage universel. Là-dessus c'est la voie royale. Oui, bien sûr, c'est la voie royale. Sauf qu'aujourd'hui, des lois récentes proposées par votre majorité ont restreint l'accès à la nationalité. Parce qu'il y a quelques excès. Il faut bien le reconnaître. Les mariages blancs, ça existe quand même. Qu'on étende la possibilité pour les étrangers qui le désirent d'être français, ça c'est mon point de vue, et déjà on aura réglé une grande partie du problème. Voilà. En tous les cas, je remarque d'ailleurs que déjà des étrangers votent aux élections municipales, les Européens par exemple. D'accord. Mais la réciprocité, il s'agit de Européens fédéristes, mon cher ami, vous n'êtes pas contre. Non, voilà. Vous voyez qu'il y a un champ de discussion possible avec Jean-Pierre Michel. Il s'agit de réciprocité. Oui, il s'agit de réciprocité. Ça n'existe pas dans tous les pays. On est en réciprocité européenne. On est pour le fait que des Belges, etc., c'est-à-dire des gens, je ne sais pas employer de termes vulgaires, mais enfin européens, puissent voter. Par contre, les Maghrébins et les Noirs d'Afrique, on ne veut pas qu'ils votent. En tous les cas, cette mobilisation, cette pétition est lancée par la droite populaire, animée par le ministre des Transports, Thierry Mariani, qui donne une interview cette semaine au magazine d'extrême droite Minute. Ça vous choque ? Écoutez, Thierry Mariani, je connais bien, c'est un bon copain, si j'ose dire. Il est élu dans un département où, me dit-il, c'est ce qu'il me dit, s'il ne faisait pas ça, c'est le Front National qui lui raflerait son siège et qui a déjà raflé d'ailleurs la mairie d'Orange qui est dans sa circonscription et les 2 postes de conseillers généraux d'Orange tenus par le maire et par son épouse. Non, vous le comprenez. Donc je ne le comprends pas, je pense qu'il fait un mauvais choix et que c'est pas quand on va dans le sens des thèses les pires du Front National qu'on peut combattre le Front National. C'est sa thèse, voilà, donc je pense qu'il a tort, c'est tout. Merci à tous les deux, encore une fois, d'avoir participé à ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal sur Public Sénat. Et tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, Question d'info. Bonsoir à tous. Bonsoir. Samedi 22 octobre, journée spéciale sur Public Sénat pour la 10e édition de Talents des Cités. Chaque année, le concours récompense de jeunes créateurs d'entreprises issus des quartiers de toute la France. Suivez en direct à 11h la remise des prix nationaux présentée par Sonia Mabrouk et Mickaël Zamès. Et à 22h, le documentaire Talents des Cités, que sont-ils devenus ? Avec un retour sur les lauréats des années précédentes. Le 31 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Hasbrook a fermé ses portes. Les affaires sont désormais traitées à Dunkerque, à 50 km. Ils ont leur tribunal, ils ont des gens plus grands ici. Mais le tribunal d'Hasbrook, je veux qu'il reste. Entre mobilisation et émotion, le documentaire retrace le combat des élus, des habitants et du personnel pour conserver leur justice de proximité. Toutes les manifestations qu'on a pu faire, ça n'allait boucher sur rien.
Aujourd'hui, c'est fini. Et si on m'annonce dans 5 ans que finalement la juridiction rouvre, je refais mes sacs et je reviens ici. Hasbrouck, les derniers mois d'un tribunal. Lundi à 22h30 sur Public Sénat.